Dans ce 29 janvier 2019, j'espère que vous passez de bons moments en compagnie de l'équipe de Bonjour d'Algérie qui vous propose d'ailleurs aujourd'hui un invité de marque, Mouline Abdina, en l'occurrence Philippe Trouda, donc interprète de musique andalouse émérite, je dirais même le maître par excellence à l'État actuellement. Il aura pour nous ce matin de belles choses à annoncer avec notre artiste. Et puis, en parlant d'artiste, eh bien, n'oublions pas qu'on est mardi. Et chaque mardi, Nassiba Jaïdir invite pour vous des artistes de tous bords. Aujourd'hui, elle reçoit Abdelrahman Kahlan à l'occasion d'une exposition. Et puis, nous aurons aussi l'occasion de parcourir son atelier par le biais d'un reportage qui a été justement dans son univers particulier. Alors aujourd'hui, dans Bonjour d'Algérie, nous aurons aussi l'occasion de revenir sur le Salon de l'Emploi, dont le coup d'envoi sera donné dans une petite heure, je dirais, aujourd'hui même. Et à cette occasion, nous recevrons le représentant d'une entreprise leader en matière d'agroalimentaire et puis également la représentante d'une école de formation parce qu'en fait, pour cette édition du salon, la formation est au premier plan. Voilà qui est dit par rapport à l'essentiel de cette matinale. Avant de retrouver le point d'information, voici tout de suite un point météo avec notre ami Mina Abed. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Mina. Bonjour. Ça va? Ça va? Je vois le beau temps, je sais pas pourquoi. Et T'en quand veux? je vois Amel Laribi, je vois un peu la pluie et la neige. Elle pleure pour la pluie et la neige tous les jours. Ça Ça va, va? Bien? ça va, mais malheureusement il fera pas très beau Eh aujourd'hui. ben oui, je l'ai senti, hein, je l'ai bien senti, un peu frisqué ce matin. Un petit peu. Voilà, ben qu'en est-il donc des autres régions? À Alger, bon, on sait un peu que c'est déjà On frais. va le découvrir. Voilà, avec vous, bien Merci. sûr. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Effectivement, aujourd'hui, le ciel restera plutôt nuageux sur l'ensemble des régions nord, un peu plus sur le centre et l'est du pays avec des pluies parfois sous forme d'averses, ça va s'atténuer progressivement. En fin d'après-midi, on notera toujours de la neige sur l'intérieur centre et est dépassant les 900 mètres d'altitude. À noter des vents plutôt forts, des vents de nord-ouest jusqu'à 40 km/h, notamment sur les régions de l'Est. Sur la partie sud, beaucoup de soleil, du nord Sahara vers l'extrême sud, en passant par le Sahara central, l'Ogar, le Tassili ou encore le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 16 degrés du côté de Tlemcen, 17 degrés à Oran, 15 degrés à Alger, 14 à Annaba, on notera un minimum de 6 degrés. Du côté de Batna, 8 à Sétif, 19 à Gardaya, 21 degrés à Béchar, Hassim Saoud, 22 degrés à Ilizi, 23 degrés à Tadrasat ainsi qu'à Janet, 24 à Adrar, 25 à Ain Salah et enfin 28 degrés, ce sera la maximale à Borj, Badi Mokhtar et Ngazam. On passe tout de suite à l'Europe pour l'Amérique du Nord, pardon, et bien pour aujourd'hui, entre un ciel plutôt couvert à Chicago, ou encore Dallas, Los Angeles, Vancouver, de la neige à Montréal ainsi qu'à Washington, des averses à New York, beaucoup de soleil à Miami ainsi qu'à Mexico. Côté Mercure, on notera jusqu'à moins 15 degrés à Chicago, moins 3 degrés à Montréal, 6 à Washington, 7 degrés à New York, 21 degrés à Miami, 23 degrés à Mexico, 10 à Dallas, 6 à Vancouver et enfin 23 degrés à Los Angeles. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis.
promis, chose due. Tout de suite, un point d'actualité avec Nejma Harish, mesdames et messieurs. Madame, Monsieur, bonjour. Alors, dans l'actualité, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé à la nomination de Brahim Mouchen Wali, délégué de Zeralda, en qualité de Wali de la Wilaya de Msila, ainsi que la nomination de Ali Ben Saïd Ammar, en qualité de Wali délégué de la circonscription administrative de Zeralda à la Wilaya d'Alger, selon un communiqué de la présidence. Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelsi, décédé hier à l'âge de 76 ans. Il a été inhumé hier après-midi au cimetière de Ben Aknoun. Retour sur l'activité du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, qui a affirmé hier que la loi sera fermement appliquée à l'égard des motocyclistes qui ne respectent pas l'obligation du port du casque, et ce, dans l'objectif d'assurer leur sécurité. Voilà, c'était c'était au moment où le ministre de l'Intérieur présidait la cérémonie d'ouverture du 2e salon international de la prévention et de la sécurité routière. Et les opérations au plan économique, les opérations d'importation de marchandises s'opèrent désormais librement, conformément aux dispositions de l'ordonnance 304 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d'importation et d'exportation de marchandises. C'est ce qu'a affirmé le ministère du Commerce. Aujourd'hui, le Conseil de la Nation prévoit en séance plénière. Donc la séance sera consacrée à l'installation de la nouvelle composante de la première chambre du Parlement. Le forum Le Quotidien Al-Moudjahid reçoit aujourd'hui le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections, M. Abdelwaheb Derbel. Et aujourd'hui est prévue également signature de plusieurs conventions entre le groupe Sonelgaz et des organismes de protection, en présence des ministres respectivement de l'énergie, de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, du travail et de l'emploi et de la sécurité. Ça se passera au centre de Sonelgaz à Ben Aknoun. Signature également d'une autre convention entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation nationale portant sur l'appui de l'éducation environnementale dans le milieu scolaire. Ça se passera au CEM d'Al Hammamet situé à Baïnem. Installation prévue aujourd'hui de la commission thématique sur la santé mentale de l'enfant. C'est à l'hôtel Lamaraz à Cuba. Et puis le secrétaire général du parti FLN réuni aujourd'hui les parlementaires de son parti, et une autre inauguration prévue du salon aujourd'hui national de l'emploi et de la formation. Ça se passe aussi à la SAFEX. À Betna, le groupe industriel JK de ciment d'Algérie organise au siège de son unité dans la commune de Tilatou une cérémonie en l'honneur de l'équipe de handball de Ain Touta qui a remporté la coupe. Activité ministérielle, le ministre des Ressources en eau inspectera aujourd'hui plusieurs projets relevant de son secteur. Donc ça se passe dans la commune de Meftah. Le ministre inspectera également les travaux de la station de traitement des eaux de Ben Khlil et le chantier de réaménagement de la station. À Saïda, le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zalen, inspectera également plusieurs projets relevant de son secteur. À Mascara, le ministre de la Jeunesse et des Sports présidera l'ouverture de la conférence nationale de la Fédération des travailleurs. Et à Biskra est prévue la visite du ministre des Moudjahidines, Taïb Zitouni, dans la Wilaya. Le ministre présidera à l'université Mohamed Ridal l'ouverture du séminaire national intitulé « Les habitants du Sud-Est face aux projets coloniaux français entre 1844 et 1854 ». Voilà ce qu'il y avait dans l'actualité. Tout de suite, l'invité de la matinale reçoit Monsieur Yassine Abdelmalek. Donc vous êtes directeur de la réglementation et du contentieux au niveau de la CNAC.
Monsieur Abdelmalek, bonjour. Donc la Bonjour, CNAC, madame. la Caisse nationale d'assurance chômage. Avant d'entamer le débat, on revient sur la déclaration faite tout récemment par le ministre du Travail, monsieur Mourad Zilmali, relative à la prolongation de l'âge des bénéficiaires du dispositif CNAC. Donc il passera ainsi de 50 à 55 ans. Que va-t-elle changer cette nouvelle mesure pour cette tranche d'âge, monsieur Abdelmalek? Merci, madame. Donc, effectivement, la limite d'âge pour le bénéfice davantage dans le cadre du dispositif de création d'activité au niveau de la CNAC passera effectivement de 50 à 55 ans. Donc, tous les amendements ont été opérés, approuvés des textes réglementaires. C'est-à-dire sur le terrain, on verra plus de micro-entreprises créées? Certainement. Nous attendons uniquement la publication de décrets présidentiels, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est l'occasion aussi peut-être pour rappeler ce que prévoit ce dispositif pour tous les jeunes Donc chômeurs. il y a les conditions, vous parlez maintenant des conditions d'accès au dispositif. Effectivement, il y a la condition d'âge qui est importante. Donc le dispositif prend en charge la tranche d'âge 30-50 ans jusqu'à l'heure actuelle. Mais en attendant de passer à 55 ans. De passer à 55 ans dès il y aura la publication de décret. D'accord, Voilà. donc ça concerne les chômeurs, n'est-ce pas? Ça concerne effectivement les chômeurs promoteurs. Il y a la deuxième condition, il faut que le chômeur promoteur ait la capacité financière de mobiliser son apport personnel. La troisième condition, il faut qu'il soit inscrit au niveau de l'Agence nationale de l'emploi, qui est l'ANEM, en primo-demandeur. La quatrième condition, il faut qu'il ne soit pas ou qu'il n'aura pas bénéficié des avantages par exemple, de la SAIG ou un autre dispositif. Les autres dispositifs. Bien sûr, parce que le cumul d'avantages, voilà, les jumeaux de la CNAC, le cumul d'avantages n'est pas accordé. D'accord, très bien. Mais une fois il y a une formalisation de dossier, il y a un certain nombre de conditions. Quand elles sont réunies, on passera au processus de création d'activité. Donc, une fois l'idée de projet est mature, il passera à une préinscription, parce qu'il y a un certain nombre de conditions qui doivent être respectées. Donc, il passera à une préinscription en ligne au niveau de notre site web. Donc, il y a un formulaire d'inscription qu'il doit le remplir intégralement et dans sa totalité. Et une fois que tous les critères seront réunis, il est de combien le délai de traitement du dossier? Le délai, pratiquement une fois qu'il s'inscrit au niveau de la plateforme, il y a une plateforme préinscription en ligne, c'est un passage obligatoire, je rappellerai. Donc il y a un conseiller animateur, il prendra en charge, il y a un rendez-vous qui sera dédié à cet effet. Donc une fois il obtiendra un rendez-vous, pour l'établissement de business plan. Donc c'est l'étude technico-économique. Après, bien sûr, parce qu'il y a pas mal d'étapes, le passage de dossier, du dépôt jusqu'au passage de CSV. Vous venez de parler de l'apport financier. Le taux est de combien? Alors, l'apport personnel. L'apport personnel varie selon le niveau de coût de projet. Donc, le seuil maximum, je rappellerai, le coût de projet total est de 10 millions de dinars. Si le coût du projet varie entre 0 et 5 millions de dinars, l'apport personnel n'est que de 1%. Très bien. Si il est au-delà, entre 5 et 10 millions de dinars, l'apport personnel est de 2%. Donc c'est un montant presque dérisoire. 1% de 5 millions de dinars, c'est 50 000 dinars. 2% de 10 millions de dinars, le maximum, c'est 100 000 dinars. D'accord, on va parler toujours finance. Donc le reste du financement du projet est financé par un crédit bancaire. Tout à fait. Il y a deux formes actuellement. Nous avons intégré un nouveau concept, un nouveau mode de financement, conformément aux arrêtés. C'est un arrêté portant intégration d'un nouveau mode de financement qu'on appelle autofinancement. Donc ce mode de financement, c'est le coût du projet, il est supporté dans son intégralité par le promoteur, sous forme de fonds propres. Très bien. Donc actuellement, nous avons deux types de financement. Le premier type, c'est la formule triangulaire, où le promoteur ou le chômeur promoteur doit collaborer à un pourcentage de 1%. La différence, 70%
représentés par un CMT bancaire, qui est la banque, et le différentiel, il est pris en charge par l'État ou sous forme de prêt non rémunéré par la CNAC. Très bien. Voilà. Alors, parlons de recouvrement de créances par rapport au crédit. Donc, il y a beaucoup de banques qui sont aujourd'hui confrontées à des problèmes relatifs aux impayés de dettes. Tout à fait. Donc, quelles mesures vous allez prendre par rapport à cela? En 2017, il y a eu une convention qui a été signée avec les banques et les représentants des dispositifs, la CNAC et l'ANSEJ, pour le retraitement de leurs créances. Cette catégorie de la population concernée, c'était les promoteurs, les promoteurs financés avant mars 2011. Très bien. Pourquoi 2011? Mars 2011, parce qu'il y a certaines mesures qui concernaient les pouvoirs publics. Ils ont pris certaines mesures, notamment ils ont donné beaucoup d'avantages à partir de 2011, de mars 2011. Or, la catégorie de personnes qui étaient financées avant cette date n'a pas bénéficié. On parle d'avantages Donc on parle fiscaux. on parle davantage, non, c'est les avantages accordés à partir de 2000, notamment, c'est la réduction de l'apport personnel de 20 à 2% et de 10 à 1%, notamment. Très bien. Et donc, qu'est-ce que vous allez Alors, le retraitement prévoir de ces créances, dans le cadre de la convention qui a été signée avec les banques, elle a donné la possibilité à ces jeunes de revoir leur situation parce que c'est une situation... C'est-à-dire un rééchelonnement Un rééchelonnement, notamment, de leur CMT bancaire et l'effacement des pénalités de retard. Voilà. Est-ce qu'il y aura effacement total de Mais dettes? la convention, nous avons donné un délai. Les délais étaient fixés au 30 juin 2017. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'ils ont été respectés? Il n'y a pas eu beaucoup d'engouement de la part des chômeurs promoteurs. Et donc, il y aura forcément des pénalités de retard de paiement? Les pénalités seront retraitées par les banques. Il y a un retraitement. Vous allez faire du cas par cas? Non, c'est le cas par cas. Mais actuellement, en ce qui concerne le PNR, le prêt non rémunéré de la CNAC, nous sommes en train de travailler et nous sommes en train de donner certaines facilitations. Nous avantageons le règlement amiable pour cette catégorie, toutes les personnes, tous les promoteurs ou toutes les entreprises qui se trouvent dans cette difficulté. Pour qu'il n'y ait pas de poursuite judiciaire. Pas de poursuite judiciaire, sauf pour les cas qui ont fraudé. Les cas de fraude, ça veut dire les gens qui présentent une vente de matériel, qui ont vendu leur matériel. Ça, c'est un désengagement, soi-disant, parce qu'il y a un non-respect des cahiers de charges. Vous savez, cahier de charges, c'est une convention signée entre le promoteur et le dispositif. C'est ce qu'on appelle le détournement des activités. C'est le détournement. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un taux, une indication chiffrée par rapport au projet? Pas beaucoup. La majorité, je vais vous donner quelques indicateurs, vous allez voir tout à l'heure, que dans le cadre justement pour le suivi des recouvrements des prêts non rémunérés, dans le cadre de suivi, dans le cadre de recouvrement et de financement, nous sommes arrivés à atteindre un taux de 72%. 62%, c'est le taux qui est affiché actuellement en termes de recouvrement des prêts non rémunérés. D'accord. Tout à l'heure, vous disiez du cas par cas. Donc, le cas par cas, est-ce que vous entendez par aider les entreprises qui pourraient être susceptibles d'être sauvées par rapport à d'autres? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un traitement de faveur? Il y a un traitement de cas par cas, parce qu'une entreprise, elle vit une difficulté. C'est quoi le cas par cas? Le cas par cas, il y a des entreprises qui n'arrivent pas à rembourser la première échéance, il y a des entreprises qui n'arrivent pas à rembourser 2-3 échéances. Donc, c'est le cas par cas. Ça, chaque entreprise a ses difficultés. Il y a des problèmes liés au financement, il y a des problèmes liés au recouvrement, parce que même des entreprises, des ondes blanchères, ils n'arrivent pas à avoir leurs créances dans les délais, leurs créances dans les délais, donc ils ne pourront pas rembourser, ils ne pourront pas payer dans les délais prévus. Donc c'est une démarche qu'on est en train de la prendre en charge. C'est-à-dire le tout pour aider les jeunes promoteurs à réussir leur projet. Le tout pour aider ces jeunes, pour les faire réussir dans leur parcours.
de création d'activité. Est-ce qu'il y aura effacement de dette? Il y a certains promoteurs qui réclament cette mesure qui a déjà été prise au profit d'autres anciens promoteurs. Est-ce qu'elle est possible, cette mesure ou pas? Je rappellerai ce qu'il a annoncé, monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Il n'y aura pas d'effacement des dettes. C'est ce qui a été dénoncé par notre ministre. Il y aura un retraitement. Nous sommes en train de donner, de faire beaucoup pour cette catégorie de jeunes. Nous établissons des échéanciers de rééchelonnement, des tableaux de rééchelonnement. Notamment, c'est des choses qui existent, même au niveau des banques, sans pour autant parler des conventions. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut avoir une indication chiffrée par rapport au nombre de micro-entreprises créées Nous sommes actuellement arrivés à créer un nombre de plus de 145 000 projets, générant des emplois directs de près de 302 000. 302 000 emplois directs créés. Seulement pour l'exercice 2017, nous avons pris 3500, presque 3500 projets ayant généré 8462 emplois directs. Alors les recouvrements, je rappellerai, nous sommes à 70% et grâce aux efforts qui sont des cadres de notre institution, notamment l'informatique, les finances, le métier, que nous sommes en train de travailler sans cesse pour faire réussir ces entreprises. Nous arrivons même à les suivre, parce que nous assurons aussi l'accompagnement de ces promoteurs, des promoteurs. Et voilà. Et quels sont les secteurs d'activité les plus demandés? Alors pour revenir, les secteurs d'activité, le secteur qui revient en force actuellement, c'est le secteur le plus dominant, c'est l'agriculture. D'accord. Nous sommes passés de 2011 à 2000, nous étions à 3% sur l'ensemble des projets financés, nous étions à 3%, et nous sommes arrivés à 51% fin 2018. Donc je pense que ce secteur intéresse vivement nos promoteurs. Il y a d'autres secteurs aussi qui viennent après? Qui est suivi par le secteur de l'artisanat, le BTPH notamment. Les travaux publics. Les travaux publics. Et donc, quand il y a une demande exprimée, est-ce qu'on priorise les besoins locaux de la wilaya? Les besoins locaux, parce que chaque localité, elle doit identifier ses besoins. Ces besoins, il y a des opportunités d'investissement dans chaque région a ses spécificités. Donc nous travaillons sans cesse avec les collectivités locales pour identifier, chacun en ce qui le concerne, les opportunités d'investissement dans chaque localité, chaque commune, avec les PAPC notamment. Et qui sont les demandeurs? On sait que c'est la catégorie des chômeurs qui est concernée, mais est-ce que c'est des chômeurs qualifiés, diplômés? Alors nous avons enregistré effectivement jusqu'au 31/12/2018, la tranche, c'est les universitaires. Les universitaires, le taux est passé de 3 à 11%. Très bien. 2011 était 3%. Et 31/12/2018, nous sommes arrivés à avoir un taux chiffré de 11%, suivi par une autre catégorie qui est les promoteurs issus des formations professionnelles. Des formations professionnelles. Parce qu'au passage, je rappellerai, le dossier, une fois il est formalisé, on fait assister le jeune promoteur au niveau d'une commission pour la validation de son projet d'investissement. C'est un comité, ce qu'on appelle le CSVF, un comité de sélection, de validation et de financement, où sont représentés les banques, les 5 banques publiques, et certains partenaires, notamment toutes les chambres et la formation professionnelle. Éventuellement, s'il y a un accord favorable, le dossier automatiquement est introduit au niveau de la banque, mais s'il y a éventuellement un avis défavorable, le jeune il est orienté automatiquement vers une formation qualifiante de courte durée qui sera prise en charge par un centre de formation de courte durée pour assurer une formation dans le domaine de l'activité projetée.
par le jeune l'activité, formateur. il faut qu'elle relève du domaine de formation. De domaine de formation. Parce que C'est une obligation. donc j'ai dit tout à l'heure, les conditions d'accès au dispositif, nous avons la qualification, un savoir-faire. Donc la qualification, elle doit suivre. Elle doit être conforme à l'activité projetée. Donc c'est une condition sine qua non dans la réalisation du projet d'investissement. Ça, c'est pour tout ce qui était économique. Outre l'aspect économique, qu'est-ce qu'il apporte le dispositif de la CNAC à nos jeunes? Quelle valeur ajoutée? Donc il y a un impact d'emploi. On lui assure une paix sociale. Ça veut dire beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés au départ chômeurs. Vous savez, la situation de chômeur, tout à fait, elle est vraiment pénible. Donc il y a un impact pour social quelqu'un, aussi. Surtout la tranche d'âge entre 30 et 50 ans, 55 ans, Inch'Allah, bientôt. C'est une tranche d'âge importante. Vous retrouvez des gens, des personnes majeures, mariées, ils n'ont pas de quoi faire vivre leur famille. Donc une fois ils créent leur projet, ils auront le sourire, toute leur vie changera. Hein. Eh bien voilà, oui, on arrive à terme de cet entretien. On va juste rappeler quel bilan on va faire de tous les dispositifs mis en place par le ministère de la tutelle. Donc, comment vous le qualifiez? Est-ce que c'est une réussite économique et sociale pour vous? Les chiffres, ils sont là. C'est-à-dire nous avons ces indicateurs que je viens de les déclarer. Je pense que c'est une réussite globale. L'État a très bien réussi dans cette démarche. Et les organismes de caisse de sécurité sociale notamment, on est inscrits et on est impliqués pleinement dans cette démarche. Et qu'est-ce que vous répondez aux experts, par exemple, qui mettent en cause justement la réussite de ce dispositif? Certains le critiquent, ils disent que c'est très mauvais pour notre économie. Vous savez, vous répondez à cela? Vous savez, la réussite est une moralité. Ça veut dire quand quelqu'un est réussi dans son projet d'investissement, il fait peut-être déclaration sur un investissement, il déclare sur son investissement, il fait une réussite. C'est un état d'esprit, la réussite. D'accord. Oui, c'est un état d'esprit. Merci beaucoup, Monsieur Yassine Abdelbalek. J'espère qu'on aura l'occasion de développer par rapport aux autres dispositifs avec Monsieur Zemali. Espérons qu'un jour il finira par accepter notre invitation matinale. Voilà, je rappelle que vous êtes directeur de la réglementation et du contentieux au niveau de la CNAC. Voilà, Radia, c'est à vous. Je vous retrouve demain à partir de 8h pour un autre invité de la matinale. Merci. Merci beaucoup, Nejma, et merci également à votre invité. Donc la CNAN, vous l'avez vu, c'est une institution justement d'aide à l'emploi. Elle sera présente en fait cette semaine et à partir d'aujourd'hui au salon dit Carrefour de l'emploi et de la formation, autant que les autres organismes et institutions d'aide à l'emploi de jeunes et à l'entrepreneuriat. Donc voilà, nous en parlerons dans un moment, mesdames, messieurs. Restez avec nous. Une page dédiée à l'art, tout d'abord, avec ce reportage au cœur de l'atelier de Abdelrahman Kahlen, un reportage réalisé par Nassiba Jaïdir qui arrive dans quelques minutes. Un miroir, donc c'est un encadrement, comme vous voyez. À l'intérieur, il y a un miroir. Oui. Et là autour, il y a la casbah. Voilà. Donc je suis en train de le peindre avec de la feuille d'or, une peinture à l'huile. L'état où elle est actuellement, donc c'est pour ça que j'essaye plutôt de la restaurer. Comment je la vois maintenant, je la vois tout le temps en couleur. Donc
Donc ce n'est pas le cas actuellement, donc j'essaye de faire sortir un peu. Au musée de Bardo, les palais d'Alger. Donc j'ai travaillé sur les palais d'Alger, sur la Casbah, sur les duirates de la Casbah, les petites maisonnettes. Donc voilà un tableau qui représente aussi les duirates de la Casbah, ce tableau. Voilà, c'était en 2014, ça a été un succès. Donc j'ai exposé dans le concept déjà est magnifique, le musée de Bardo. Donc voilà, j'ai travaillé sur les palais d'Alger et la Casbah. Comme j'ai grandi dans cet environnement, j'habitais en face le palais du peuple, c'est là où je suis né. Donc j'ai grandi dans cet environnement et je voulais rendre hommage au palais d'Alger. Et c'est sur ce festin chromatique que je tends le micro tout de suite à Nassiba. Bonjour Nassiba. Bonjour Adia, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver tous les mardis. On était en train de voir Je disais un festin chromatique. Un extrait Oui. du gros plan que j'avais fait, du reportage que j'avais réalisé dans l'atelier de Abdelrahman Kahlen. Et c'est toujours un plaisir de découvrir, redécouvrir son atelier. Oui. Et cet artiste qui est très prolifique aussi, il est parmi nous ce matin. Ah, bonjour super. Abdelrahman. Bonjour. Merci. Merci de votre... Je fais comme si que je ne l'avais pas vu. Donc, bonjour. Ah bon, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. C'est C'est mieux. un réel bonheur de vous avoir parmi nous. C'est moi qui vous remercie de votre intérêt. Voilà, vous aviez fait il y a quelque temps l'amitié de franchir le seuil de votre univers. On vous a vu à l'œuvre dans votre atelier qui se trouve au Centre des Arts de Riyad El-Fath. Très bel atelier, Ouais, vous travaillez, mon atelier, vous en passez... même temps ma galerie. Oui, et qui effectivement. fait office aussi de galerie. De galerie aussi en même temps. Oui. Alors on trouve tous vos travaux, il y a des objets, des peintures, ça travaille aussi. Ça travaille toute la très bien et ça pour travaille bientôt toute la une petite journée. école d'art, pourquoi pas. Voilà, plus tout tard, à fait. On cet reviendra été. sur votre programme dans un petit moment. Ok. Alors, ce qui nous anime et nous rassemble ce matin, c'est l'exposition qui a eu lieu cette semaine, en début de semaine, La samedi, galerie Le Pan. à la Galerie Le Pan, animée et dirigée par Amel Mihoub. Elle était parmi nous. Parmi nous, la mardi semaine dernier, dernière. tout à Nous fait. avons eu le plaisir de la recevoir J'en garde le ensemble, souvenir, Radia. effectivement. Elle était accompagnée de Lies Rifati. Il y avait tout un programme en perspective dans leurs galeries respectives. Alors, cette En tout exposition... cas, de quoi pêcher de belles empreintes Absolument. artistiques. Alors, cette Excellent. exposition, elle a eu bel et bien, elle a eu lieu en début de semaine, ce samedi. Et vous participez, vous êtes parmi le collectif, vous participez à cette expo collective à D'ailleurs, Barcelone-Carrel. c'est une première, c'est pour une première, la première fois que je fais une expo collective, parce que d'habitude je fais mes Oui, expos c'est toujours en personnelles. solo en général. Exactement. Donc, c'est D'ailleurs, une c'est une première. très belle expérience parce que c'est une exposition qui est riche en couleurs. D'ailleurs, elle est intitulée Alwan 2019 et dirigée par Amal Mihoub.
une artiste peintre aussi, et qui a une très belle expérience, un très beau parcours, qui a fait des très bonnes écoles. Je veux dire, elle a fait déjà, elle est licenciée en arts plastiques. Et elle a travaillé chez Guilimi. Oui, donc à elle a fait quand même Dar el 15. Elle a fait un petit parcours dans une galerie. Et puis elle s'est lancée dans cette belle aventure, celle d'ouvrir une galerie d'art. Plus à Riyad Fête. C'était qu'un plaisir pour nous et une autre galerie qui s'ouvre. Justement, où il y a énormément d'activités au centre des arts de Riyad Fête. En ce moment, il y a beaucoup d'activités. Il y aura aussi beaucoup d'activités. On fait tout pour rehausser aussi promouvoir aussi le centre des arts. Oui. Justement, on reviendra sur le programme parce qu'il y a tout un programme. Il y a tout un programme pour cet été, pour les vacances, pour avec l'OREF. Vous êtes très actifs. Alors, en attendant, nous allons découvrir, Radia, la galerie, l'expo collective, dont le titre générique, c'est Elouane 2019. Le vernissage a eu lieu en début de semaine. Samedi. Et vous participez auprès d'autres artistes. Jahida Wadef, des artistes. Azougli, Jahida Wadef. Si elle nous regarde ce matin, on lui fait un petit coucou. L'artiste aux références bien établies, on a toujours plaisir à recevoir. Et très active très aussi. Bonne artiste. Et il y a d'autres artistes. Il y a Yasmina Sadout. On va laisser le soin. Aux images, de nous décrire tout ça. De nous décrire tout ça. Et aussi à la galerie de nous présenter dans son reportage. Sans oublier Nassiba Djaïdir. Ben oui, c'est signé Nassiba Djaïdir, mesdames, messieurs. Je suis à ma deuxième exposition à la galerie. Donc avec nous, il y a 5 artistes plasticiens, chacun avec son style différent de l'autre. Par contre, ils ont un point de commun et c'est les couleurs. Donc ils ont une palette de couleurs très intense. Il y a le bleu majorel qui est très présent, le rouge intense. Il y a Yasmina Sadoun qui est artiste plasticienne de Constantine, qui est professeur à l'école des beaux-arts de Annaba. Avec nous, il y a monsieur Bouchta qui est aussi artiste plasticien, céramiste, donc toujours avec sa palette de bleu, de vert. Et avec nous monsieur Abdelrahman Kahlan avec ses fameuses kasbahs modernes très colorées. Il y a aussi avec nous un artiste, un jeune talent, qui est autodidacte, monsieur Azougli. Donc là, les tableaux qui sont juste derrière moi. Donc il a une très belle composition, il y a du grattage, il y a de la matière dans son travail. Et aussi avec nous, il y a Jahida Wadef qui est dans l'art naïf, avec ses belles couleurs, ses formes, les silhouettes de femmes, les oiseaux. Il y a même des ponts dans ses tableaux. Cette exposition met en lumière le talent des uns et des autres. Dans la douleur ou la joie, des œuvres qui révèlent et interpellent. Les artistes travaillent sur le temps, la mémoire et le récit vers l'imaginaire. Des artistes qui mettent bel et bien en scène leurs émotions
dans une galerie qui encourage l'expression de la diversité. Chaque dernier samedi du mois, il y a une exposition. Donc, par exemple, le mois de février, on a avec nous une japonaise qui fait de la lithographie. Le 23 mars aussi, il y a avec nous Monsieur Bouchta, donc pour une expo, une rétrospective. Donc, il y aura même des ateliers vivants sur place pendant une semaine. Juste après, en avril, on va faire une collaboration avec l'école des Beaux-Arts. Donc, il y aura des étudiants des Beaux-Arts qui vont exposer ici. Dans son calendrier, un riche programme en perspective attend les artistes, les amateurs d'art et les collectionneurs. Et pourquoi pas le grand public. Et pourquoi pas nous aussi? Oui, bien sûr. Je pense que vous pouvez faire un tour, c'est juste à côté, où le Centre des Arts de Riyad El Fat. Il y a une belle galerie à découvrir qui a ouvert ses portes, je le disais, il y a quelques temps de cela. On a eu l'occasion de la recevoir. Elle a ouvert ses portes en novembre et le temps passe vite. Elle est à sa deuxième exposition. Elle nous a donné aussi juste un petit aperçu du programme. Et elle a un très riche programme. Elle est très active, ce que j'apprécie chez elle. D'accord. Elle bouge beaucoup, elle va vers les artistes, elle se déplace dans des expositions, elle ramène du monde. Donc c'est bien déjà aussi pour le Centre des Arts, pour Riyad El Fat. En tout cas, je lui tire chapeau et je lui souhaite beaucoup de succès et de courage. Et à notre tour aussi, de lui souhaiter bon courage et bonne chance aussi dans tout ce qu'elle entreprend dans sa galerie. Alors cette exposition, on l'a vu, elle est très contrastée, style varié, à chacun son style, sa technique. Et ses outils de travail et ses supports de travail aussi de prédilection. Ce qui est bien chez Amal, parce qu'elle sélectionne les artistes. Et la palette est très colorée, on a pu le constater. C'est exactement ce que j'allais dire. Très et colorée. Le thème, c'est Alouane. Alouane, justement. Et chaque artiste, en fait, c'est pas un mélange ou un mix de différentes tonalités ou différentes gammes. C'est carrément des artistes qui ont des festins comme ça à combiner. La palette est vraiment très chromatique. Il y a des artistes débutants, il y a des... il y a des talents émergents. Il y a Mohamed Azougli, c'est un talent émergent. Aussi, depuis Azougli, il est... que vous connaissez bien aussi. Plus 5 ans qui a commencé à... Tout à fait. Que je connais très bien. J'ai assisté à ses débuts. Aussi. Il y a aussi Bouchta. Bouchta, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Il y a vous qui n'êtes plus à présenter. Jahida et Yasmina Saadoun qu'on a eu le plaisir de recevoir. Tout à fait. Jahida, c'est une excellente peintre aussi. Absolument. Une artiste je la compare qui bouge beaucoup énormément. à Baya, avec son art naïf, avec beaucoup de couleurs. Oui, mais bon, elle a son style quand même. Elle a son propre style, on reconnaît tout de suite Jahida. Elle a développé son propre style. Et ce qui est bien, elle a créé aussi des petits livrets pour enfants en coloriage. Oui, on a eu l'occasion de ses œuvres et les enfants reprennent un peu. C'est bien, elle incite aussi aux enfants à l'art. D'apprécier l'art, à travers un outil pédagogique. C'est une artiste très engagée. Bien établie, des années de recherche, de travail aussi. Elle a un très bon parcours. Absolument. Alors, je reviens à vous, Abdelrahmane Kahlef. On va voir dans un petit moment des images défiler sur notre écran ce que vous faites. Alors, vous travaillez aussi sur différents supports. Beaucoup il y a des objets, il y a de la toile. J'ai démarré avec les objets. Oui, et peinture sur verre, je m'en souviens. Et oui. était témoin de tout mon travail, donc elle a suivi tout mon parcours. Radia. Mais Amel est en coulisses, c'est normal. Elle est en coulisses. Je me souviens de votre exposition aussi au Bois des Arcades, c'était dans un restaurant. Et oui, j'avais complètement oublié. C'était dans un restaurant, c'était à l'Astrolabe. Astrolabe, voilà, vous me rappelez le nom. C'était vous, Nassiba, qui vous avez ouvert. Ça remonte à des années. L'Astrolabe, c'était en 99. 98, 99. D'ailleurs, c'était la première fois que j'expose dans un... Non, un peu plus tard, peut-être 2000, 2001 à peu près. Non, pardon. D'accord. 99, Astrolabe. 2002, 2001.
2003, oui, voilà. 2002-2003. Vous avez Tout à commencé lentement mais sûrement votre parcours. C'était les débuts des tableaux, des peintures. Voilà, et puis vous avez fait votre petit bonhomme de chemin, Abdelrahman Kahlène. On est en train de voir les images qui Elles sont arrivées, voilà, Elles on en sont voit arrivées, une là. Voilà. Là, c'est un photophore qui représente aussi la Casbah. Photophore. Que vous avez exposé à la galerie Le Plan. Que j'ai exposé pour donner un aperçu de ce que je faisais en objet. Tout à fait. On va en voir d'autres défiler dans un petit moment. Ça aussi, ça c'est une des portes de la Casbah. Donc cette porte, elle fait partie de la collection des portes éternelles de la Casbah. Vous avez énormément travaillé sur les portes. Vous avez travaillé aussi sur la restauration des portes de la Casbah. Tout à fait. Et là, c'est une toile. Là, c'est une toile. Ça représente les douirettes de la Casbah, les petites maisonnettes de la Casbah. Ça, c'est une toile qui est peinte sur une acrylique et feuille d'or. Oui, et là, ce sont des objets, puisque vous travaillez des sur bougies, différents supports. donc tout passe, voilà. Il y en a d'autres aussi. On va les voir défiler dans un petit moment. Là, c'est un vide-poche, c'est sur toujours la avec une Casbah. céramique. C'est une assiette en porcelaine. Travailler sur la céramique aussi. En fait, votre travail reste profondément ancré dans le patrimoine culturel algérien que vous mettez en valeur, Abdelrahman Kahlène. Là, on va voir aussi d'autres images défiler dans un petit moment. Oui, pas le place. ça continue, ça continue, bien sûr. Vraiment, c'est très beau. On va aller voir. Il y a d'autres objets. Moi, j'ai l'impression de me balader un petit peu, de voyager dans le temps quand je regarde ces travaux, parce que j'ai l'impression d'être en plein au cœur des mille et une nuits, de ces récits un petit peu magiques. Il y a de la magie, il y a du rêve, il y a... Oui, il y a un devoir de mémoire. Hein. Il y a aussi un récit vers l'imaginaire aussi. Il y a d'autres objets qu'on va voir dans un petit moment. Il me semble que ça va arriver. Ça va arriver, oui. Voilà, en attendant, voilà, vous nous interrompez si on les voit. Voilà, ça c'est une aquarelle aussi, c'est qui représente la Casbah avec ces tapis. Vous voyez ce qu'il y a en haut de... Oui, ça c'est une image qu'on a, c'est des objets voilà, qu'on a déjà vus, utilitaires, décoratifs à la fois. En tout cas... mais il y a toujours un objet de prédilection. C'est-à-dire, même s'il y a tout un florilège, un choix de support, il y a sûrement, je sais pas, moi je suis curieuse de savoir lequel vous préférez, Kahlène. En fait, j'ai pas dès que je vois l'objet, dernièrement j'ai commencé à revisiter aussi, j'étais inspiré sur les théières. Les théières, justement. Donc c'est le support qui lui parle. Vous avez travaillé sur les théières. On va les voir dans un petit moment. Je reprends des théières abîmées, des vieilles théières que je revisite et que je retravaille aussi. Le temps que les théières soient prêtes, on va peut-être parler de vos projets également. Oui, justement, il a un projet, un important projet qui lui tient vraiment à cœur. C'est cette exposition que vous préparez, Abdelrahman Kahlène, depuis quand même plus de 2 ans. Depuis le décès, depuis que malheureusement, ma sœur est votre partie, Zahra Kahlène, qui est décédée en 2014. Et qui était professeur en art plastique, qui était beaux-artiste. D'ailleurs, c'est la promo de Karim Selgoua, Aït Hara, donc c'est la même génération. Oui. Donc, je prépare cette expo, donc en lui rendant hommage. Oui. Ça va se passer à l'hôtel Sofitel le 9 mars. Je lui rends hommage et je vais exposer aussi ses œuvres. Donc elle a 25 tableaux que je vais exposer, donc j'ai 2 salles. Et c'est des tableaux que vous avez réalisés. C'est ces tableaux à elle. Il y a mes tableaux. Il y a ces tableaux et vos tableaux. Voilà. Alors. Et la théière. La théière. Bon, alors juste, on interrompt. On peut faire les deux. Voilà, on peut faire les deux en même temps. On peut l'axer sur les deux. Alors la théière, elle est là et on revient sur le. La théière, donc c'est une inspiration de broderie, tout ce qui est broderie de l'époque, tout ce qui est caraco. Et comme je fais partie d'une famille d'artistes, mon grand-père était brodeur. D'accord. En lui rendant hommage aussi. Donc j'ai fait ces 2 théières-là. Voilà. Il y a d'autres théières aussi revisitées dans son atelier. Elles sont magnifiques. Avec les verratés. En fait, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Dans votre galerie, on trouve de tout. Il y en a, je dirais, pour tous les goûts et pour toutes les bourses aussi. Ah oui. Toutes les bourses, exactement. Voilà, et vous êtes installé à Riyad El Fat. Alors, on continue sur la lancée. Donc l'exposition, c'est Régénérance. Régénérance, vous l'avez intitulé Régénérance. Voilà.
Pourquoi vous l'avez intitulé Régénérance, parce qu'il y a déjà, depuis 2015, la dernière expo c'était début 2015, donc j'ai travaillé sur cette expo qui est Régénérance, j'ai travaillé sur les femmes avec des longs coups. Donc je ne me suis pas inspiré du tout de Modigliani. Donc c'est une idée qui vient en fait de ma sœur, Allah yarhamha. Oui, racontez-nous. Je dessinais, je lui montrais un petit dessin, je voulais faire un arbre, voilà, et elle m'a dit pourquoi pas essayer de faire un portrait de femme. Le tronc d'arbre. Le tronc d'arbre. Voilà, vous l'arbre quand j'ai dessiné, il était vraiment. Donc il y avait le tronc. On a l'impression, c'est vrai, effectivement, elle avait une bonne vue. Il avait le tronc d'un coup. Elle me dit essaye. J'ai dit moi je peux pas, je fais pas de portrait. Moi c'est les Médina, les Casbah. Je m'inspire beaucoup du patrimoine. Je fais ça. Elle m'a dit essaye ça, tu vas voir, ça va bien donner. Et votre J'ai dit il est hors de comme question que je fais un portrait avec des yeux ouverts. Je veux que ça soit fermé. Parce qu'il y a des fleurs, on a l'impression qu'il y a une femme qui est en train de dormir avec... Donc voilà, j'ai fait la première femme avec elle en coup, elle m'a dit ça c'est bon. D'ailleurs les femmes girafes, elles sont magnifiques. J'ai eu l'exclusivité, mais il m'a pas laissé. On attendra, on attendra. Personne ne les a vues encore, c'est une surprise. Quand on est passé par son atelier avec l'équipe qui m'accompagnait, vous avez dit vous filmez tout ce que vous voulez dans l'atelier. Sauf ceci. Sauf les femmes girafes. Attention. Alors j'ai eu cette exclusivité de les voir, mais malheureusement de ne pas les filmer, mais on va s'en rattraper puisqu'il y a toute une exposition consacrée aux femmes girafes. Aux femmes girafes. En fait, après j'ai continué depuis un clin d'œil aux Africaines. Oui, après plutôt. Je me suis inspiré aussi des femmes chaouis, des femmes de toutes les régions, toutes les régions d'Algérie. Donc je me suis inspiré de toutes les femmes de chez nous, quoi, des femmes chaouis avec leurs bijoux, des gros bijoux, les grosses khamsa et tout. En tout cas, tout à l'heure, il disait qu'il rêvait perpétuellement. Donc là, ça explique un peu les yeux clos. Donc quand on regarde les yeux clos, Kahlen n'a pas envie de se réveiller. Je rêve tout le temps. D'ailleurs, c'est un monde magnifique. Il faut dire que la réalité est toujours amère. Le quotidien n'est pas toujours rose. Le monde actuel. C'est un grand rêveur et puis il a aussi cet esprit de partage aussi. Tout à fait. Parce que Abdelrahman Kahlen, vous allez organiser la deuxième édition d'Autodidacte Art. Tout à fait. Ça va se passer en avril. Il y a déjà eu une première édition. C'était un concours. Vous avez lancé un concours, lancé un appel aux artistes autodidactes. Ils étaient nombreux à répondre à l'appel. Et ça s'était quand même bien passé pour la première édition. Pour une première, je ne m'attendais pas. Il y a eu de très bons échos. C'était une réussite. Ah oui. Déjà, ça faisait déjà une activité pour le centre, parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu des événements culturels au niveau du centre. Donc j'ai pensé mais maintenant c'est actif quand même au centre des arts. Donc l'autodidacte art, c'était prévu l'année dernière. Donc j'ai pas eu le temps, je me suis déplacé un peu et j'étais en préparation de ma propre expo. J'ai peur de retarder encore et je ne veux pas retarder. Oui, parce qu'elle devait avoir lieu l'an dernier. L'an dernier, en septembre. Mais cette fois-ci, c'est la bonne date. Non, c'est sûr, c'est la bonne date. Ah oui, c'est la bonne date. En tout cas, on aura l'occasion de découvrir avec plaisir. Oui, absolument. Cette exposition. On suivra. Et l'événement également. En hommage à la sœur de Kahlen. Et l'événement et l'hommage à... Le prénom de votre sœur? L'hommage à ma sœur Zohra Kahlen. Zohra Kahlen. Zohra Kahlen, Allah yarhamha. Donc vous allez lui rendre hommage à travers cette exposition. À travers cette expo, il y aura son expo à elle, ses œuvres et mes œuvres aussi. Vos œuvres et puis un dialogue, des objets aussi. Voilà, un dialogue pictural qu'on aura plaisir à découvrir. Les deux grands événements que vous allez organiser. Mais sinon, on sait que vous êtes très très actifs au niveau du Centre des Arts de Riyad El Feth. Il y a d'autres activités qu'on est en train de préparer avec l'OREF. Donc pour restaurer ou pour donner une image au Centre des Arts, comme ça qu'on appelle le Centre des Arts, il y a plein d'activités. On a la galerie France Fanon qui est tenue par Omar Kheter, il y a la galerie Le Pan, il y a une galerie qui va s'ouvrir, la galerie Alouane, une nouvelle galerie, il y a une école d'art, une petite école de dessin pour enfants
qui va s'ouvrir bientôt. Il y aura plein d'activités. En tout cas, au niveau le complexe de reprend un petit peu sa vocation Absolument, première de il y a centre des arts, programme, Inch'Allah, voilà, grâce il y a à un vous riche et vos programme en initiatives. perspective, voilà. Inch'Allah. On a tout dit en même temps, mais c'est très bien. Je pense qu'ils nous ont quand même, qu'ils ont réussi quand même à nous comprendre. Merci Abdelrahman Kahlan. C'est moi qui vous remercie à chaque fois pour votre intérêt, pour promouvoir l'art. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Et dernier mot, je fais un coucou à ma fille, Hana. C'est son anniversaire. Je lui dis bisous, je t'aime ma fille. Alors, on lui souhaite à Hana un très joyeux anniversaire. Happy birthday. Happy birthday. Joyeux anniversaire. Sana Hilwa, tout ce qu'on veut et beaucoup de bonheur, Inch'Allah. Hana Kahlan. Voilà. Hana Kahlan. Merci beaucoup Nassiba. Nassiba, vous m'aviez tendu une très bonne perche tout à l'heure. Vous parliez d'appel, d'écoute et tout ça. En fait, l'écoute, justement l'écoute un peu mystique était à l'honneur dans une région d'Algérie. Et on va tout de suite découvrir cet événement, un événement donc qui est consacré au Sama' Soufi, donc au chant religieux. Donc, et c'est un reportage qui va nous décrire cet événement, un reportage signé Hassiba Abdallah. Du chant spirituel qui procure du bien-être. Le Sama' Soufi a des traditions et des racines profondes dans notre pays. D'où l'organisation d'un festival international depuis quelques années en Algérie. La 7e édition s'est ouverte hier à Sétif avec la participation de plusieurs nationalités. Le Sama' Soufi nous permet, en tant que musulmans, de participer aussi à notre manière à la vulgarisation même de cette religion musulmane. Ce festival est également une occasion pour les jeunes Algériens de montrer leurs compétences, leurs talents, bien sûr en s'inspirant du large choix de musique folklorique existant en Algérie. Nous essayons de vivre dans ce monde spirituel à travers ses messages et ses mélodies. Nous voulons l'exploiter pour le faire apprécier par un maximum de personnes. Et pour diffuser cette musique à tout le monde, une touche de modernité peut être apportée au Sama', avec notamment des instruments nouveaux et contemporains, ou peut-être faire un mix de différentes cultures. Nous avons invité des solistes du Sénégal, de Tunisie, du Maroc et de Syrie pour se joindre au groupe de chants locaux et nationaux de Sama'. Le festival international de Sama' Soufi se poursuivra jusqu'au 30 du mois en cours à la Maison de la Culture Houari Boumediene de Sétif. Et nous continuons de parler de musique autrement avec l'artiste que j'avais annoncé tout à l'heure. Farid Roudia est parmi nous ce matin et grand plaisir justement de vous retrouver. La dernière fois c'était le 31, c'était la dernière émission de l'année. Ouais. La dernière émission de l'année. Nous l'avions terminé en musique. Oui, ouais. Absolument. Ouais. Et vous aviez également, donc on avait parlé d'art, de musique. Tout à fait, ouais. Et puis vous aviez aussi titillé un petit peu nos papilles avec des recettes anciennes. Oui, que de bonnes choses. Hein, que de bonnes choses. Ouais. Un vrai connaisseur, en tout cas, du patrimoine, quelle que soit sa forme, quel que soit justement son support. Je suis sensible en fait au patrimoine, hein, à UX, au patrimoine matériel et immatériel. Et puis la confiture et les bonnes choses font partie aussi du patrimoine en fait familial ou peut-être de la ville ou de la région. Et donc les préserver me semble quelque chose d'important pour tout Algérien qui est jaloux de son patrimoine. Voilà. Absolument. Farid Roudia, vous aviez promis donc lors de cette émission du 31 de beaux événements et vous êtes avec nous ce matin pour en annoncer un. Oui, un bel événement qui va se produire ce vendredi 1er février donc à l'Opéra d'Alger, un spectacle, enfin modestement un concert de musique andalouse intitulé Nouzha. Donc ça va être une balade champêtre, bucolique, comme on aimait le faire pendant la Renaissance. Donc une balade dans les vergers de la Mitidja. Malheureusement,
voilà, en voie de disparition. Voilà, donc c'est une nuzha, c'est une promenade. Donc à travers la nouba, à travers les sonorités qui s'en échappent, et puis aussi quelques morceaux empruntés au registre arabi. Donc il faut savoir que la Metidja était un terreau favorable qui a inspiré pas mal d'auteurs des arabiettes. Oui. Et les chanter donc ce 1er février, c'est un bel hommage qu'on puisse leur rendre ensemble. Et il n'y a pas que moi, il y aura mes musiciens. Et il y aura aussi le public qui va être en fait partie prenante de ce spectacle, presque en venant, excusez-moi, parce qu'en venant, ce n'est pas uniquement pour venir écouter comme un spectateur passif, hein, se remplir les oreilles de belles sonorités. Non, il est partie prenante de ce spectacle parce qu'en venant, même s'il n'aime pas la nouba, même si ça ne lui titille pas la fibre sentimentale, mais quand même, en venant, c'est une façon de résister, de protéger la nouba dans ce tumulte, je dirais entre guillemets, sonore qui nous vient d'ici et là. Voilà. Oui, c'est une démarche en tout cas louable que d'autres artistes ont prôné déjà, ont commencé la réflexion autour de cela, rapprocher un peu la nouba du public algérien. Je citerai l'exemple de Lila Borsali qui, elle, a proposé aussi des balades à travers le temps et des spectacles lyriques qui étaient un petit peu imagés, racontés aussi. Oui, donc beaucoup plus emprunté au registre d'expression populaire. Ouais. Moi, je suis dans le registre plutôt sévère de la nouba. Donc, je vais proposer donc une nouba dans la pure tradition. Pourquoi vous parlez de sévérité, Farid Non, Khoudia, sévérité, c'est-à-dire sévérité qui serait peut-être synonyme d'authenticité. Vous voyez, parce que souvent, quelquefois, on a tendance à malmener un petit peu la nouba, donc sous prétexte qu'on veuille bien lui donner un peu de punch, un peu de listing. Non, moi je la chanterai telle qu'elle m'a été transmise et telle qu'elle doit se pratiquer. Bon, mais cela n'empêche pas que la deuxième partie du programme sera exclusivement en fait réservée à la nouba, si vous voulez, entre guillemets, à cette vaste quantité d'inspiration profane, mais d'expression populaire qu'on appelle dans la Metidja l'arabiyette. Donc c'est un hommage que je veux rendre. En fait, c'est un exercice auquel vous vous êtes déjà donné plusieurs fois parce que vous essayez de faire ce mix, comment dire, cette cuisine, je dirais, qui permet aux téléspectateurs de voyager agréablement et de ne pas se déconnecter. J'avais vu un spectacle au niveau de la cathédrale de Notre-Dame d'Afrique et vous aviez donc programmé sur 2 heures de temps, sur 2 heures de temps, donc une succession de mélodies qui avait entraîné tout le monde et qui avait maintenu quand même le respect ce respect de la nouba et cette appréciation, cet apaisement. En fait, voilà. Et c'est cette expérience que j'aimerais renouveler ce vendredi. C'est un jour béni, c'est un jour sacré. Et puis aussi, on va chanter l'amour et Dieu est amour. Donc quel bel hommage aussi qu'on va rendre ensemble. C'est-à-dire et moi, et mes musiciens, et le public que je souhaite nombreux venir soutenir la nouba, pas moi en fait, hein, parce que en fait ce que je voulais dire avec ce titre Nuzha, c'est parce que à l'origine le mot Nuzha qui nous vient de la péninsule arabique désignait une simple sortie vers un lieu en extramuros, donc sans point d'eau, sans végétation. Il faut attendre... il va y avoir beaucoup d'images. Bah oui, parce qu'il faut attendre après la conquête de l'Andalous par les Arabes pour qu'en fait ce vocable prenne des connotations plus positives, qui désigne une sortie extramuros, d'accord, mais vers un point d'eau et vers les vergers. Donc les vergers, les jardins qui sont en dehors des palais et de la ville. Mais Nuzha, auquel j'invite mon public est une nuzha de résistance, si vous voulez. Parce qu'en fait, on retrouve l'image de la nuzha originale, c'est-à-dire vers le désert. Parce qu'aujourd'hui, la Metidja n'est plus ce terreau favorable qui inspirait tant d'auteurs. Aujourd'hui, la végétation est remplacée par le béton. Le béton a envahi un petit peu cette végétation. Vous n'avez qu'à venir à Blida, à travers l'autoroute, et vous serez
vous êtes complètement happé par ce béton. C'est une nouba engagée, si vous voulez. C'est un bien gros mot. C'est une nouba engagée. Voilà. Et en continuité avec Naranj. Oui, en continuité toujours, avec Naranj. C'est la bonne période. Naranj, ce sont toutes ces odeurs qu'on a perdues, cette nature qui faisait un petit peu l'éloge des jardins musulmans, islamiques. Tout à fait. C'est ce Naranj, cette bigarade qui est un symbole habilité, qui est un symbole de résistance, parce que c'est le bigaradier, c'est le seul arbre qui résiste au temps, qui est là qu'un cas, qui nargue les gens qui sont peut-être happés par la civilisation, par la modernité, par la pollution, par la pollution, par tout ce qui est négatif, n'est-ce pas, au détriment de ce qui est beau. Voilà, ce sont les bigaradiers qui sont au nombre de 100 et quelques bigaradiers dans les allées des ruelles et des rues de Blida, et qui sont là pour dire aux gens, voilà, je suis là, je résiste. Donc c'est un symbole de résistance, et je leur rends hommage à ces bigaradiers qui continuent qu'à un cas d'exister dans Blida. Voilà, et donc c'est une façon à Farid Khoudia pour cette lutte entamée musicalement. Voilà. Donc vous avez donc Naranj qui a été présenté de fort belle manière. Aujourd'hui, vous nous proposez une Nouzha en continuité avec cette démarche. Donc Naranj a été présente avec une orchestration particulière très intimiste. Qu'en sera-t-il de Nouzha donc par rapport à l'orchestration? Oui, ça serait un peu anachronique d'intégrer l'accordéon. Je voulais tant que Rita Agdoulache fasse partie avec son bel accordéon dans l'orchestre, mais je voulais rester dans l'authenticité, même si tous les instruments que vous allez voir sont des instruments dits intrus à la nouba, n'est-ce pas? Parce que l'orchestre fondamental et originel de la nouba se composait de 3 instruments, la cuitra, le rbeb et le tambourin. Maintenant, tous les autres, mais de peur de choquer les puristes, d'accord, je vais rester quand même dans l'esprit de la nouba, avec un bel orchestre composé de 14 musiciens, donc des violons, enfin beaucoup d'instruments, donc beaucoup de sonorités, et j'espère pouvoir passer avec mon public un bel après-midi, enfin une belle soirée plutôt, parce que ce sera une belle soirée en tout cas. J'espère que vous serez des nôtres. J'espère aussi, en fait, voilà, j'espère avoir ce privilège, je dis vraiment privilège, je le dis parce que, mon Dieu, vous voir sur scène, c'est quelque chose de fabuleux. Pour moi, en tant que fan, j'oublie la journaliste que je suis là. Et c'est vrai que quand je suis assise parmi le public, je voyage. Donc la Nouzha, ça me tente et j'espère qu'elle tente les téléspectateurs. C'est un voyage qui sont beaux et beaux. Voilà. Très bien. J'espère. Excellent. Donc dans Naranj, c'était une nouba ras. Là, vous allez proposer donc du aroubi et de la nouba. Voilà, donc une première partie réservée à la nouba. Bien sûr, je vais commencer quand même le bal par une nouba, dans l'esprit de la nouba telle que je l'avais apprise, donc et telle qu'elle doit se pratiquer, telle que nos maîtres nous l'ont léguée. Et puis après, je vais m'offrir une petite largesse. Je vais faire quelques petites entorses donc à mon école. Donc je vais chanter des aroubi et je vais aussi y injecter quelques petits morceaux empruntés à la musique plutôt légère. Histoire de l'enlever. De faire plaisir à tous. Oui, à tout le monde, bien sûr. De faire plaisir à tous. Voilà. C'est ce que vous faites tout le temps, Farid Khoudia. Merci, vous nous avez honorés ce matin. Vous avez un second plateau qui vous attend. J'espère qu'on ne vous a pas trop retenu. Non, au contraire, donc la tournée commence, la promotion. La tournée commence. Écoutez, j'essaie de faire autant que faire se peut. Bon, maintenant, si j'y arrive, tant mieux. J'aimerais toucher un grand nombre. Voilà, parce que, en fait, venez, s'il vous plaît. Ne venez pas pour moi. Venez pour la nouba, parce que résister, c'est exister. C'est un héritage dont on peut s'enorgueillir. Voilà, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Farid Khoudia, encore une fois. Bon vent pour le spectacle. On rappelle la date exacte, l'horaire, pour finir. Donc, c'est au niveau de l'Opéra d'Alger. Ce vendredi. L'Opéra Boualem Seyah, à ne pas confondre avec l'ancien opéra. Et je tiens
à remercier M. Nordin Saoudi de m'avoir donné ce privilège et cette chance de m'y produire. Donc, et c'est aussi mon père spirituel, parce que toutes les sonorités que vous allez entendre, ben oui, je suis très sensible à ce qu'il fait, et j'ai participé à de nombreux projets avec lui. Oui. Et si vous aimeriez quelques sonorités qui vont s'échapper donc de ce spectacle, eh ben, pensez à Nordin Saoudi. Ah, bah voilà. C'est excellent. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Et c'est vrai qu'il vous avait un petit peu poussé dans l'une des premières associations que vous avez intégrées, c'était l'Andalusia. Oui, il a participé aussi, il faut le dire, à mes projets. Donc, il a participé à Al Hassan, le deuxième album, à Meshmoum aussi et à Sérénade. Il m'avait accompagné. Vous savez, tout Nordin Saoudi qui accepte d'aider. Donc, et lorsqu'on le voit, on ne se dit pas que c'est un maître, on se dit c'est un grand maître. C'est un esprit jeune. C'est un esprit jeune, c'est un grand maître. Oui. Et puis d'une sensibilité déconcertante. Voilà. Excellent. Je tiens à lui rendre hommage. Oui. Également, je me joins à vous donc, pour rendre hommage à Nordin Saoudi. J'espère qu'il nous écoute ce matin. En tout cas, excellente journée, excellente tournée pour la promotion de ce spectacle vendredi, mesdames, messieurs, au niveau de l'opéra Boualem Bestaïeh à Alger. Et c'est à quelle heure? C'est à 19h30. Voilà, 19h30. Donc, essayez d'y aller un peu plus tôt parce que quand Farid Khoudia est là, il y a foule. Je veux bien. Merci. Je croise les doigts. Merci. En tout cas, sans transition aucune, je vous emmène tout de suite à Oran à travers Sefor. C'est un reportage réalisé par Mouna Nawal Hamoudi. Les différents monuments historiques qu'ont aujourd'hui la ville d'Oran attestent des nombreuses civilisations qui se sont succédées sur cette ville. Une région qui a été de tout temps l'objet de convoitises, mais aussi de nombreuses conquêtes. Selon les récits des voyageurs et historiens tels que Ibn Khaldoun, Ibn al-Hawqal et Ibn al-Fattah, plusieurs fortifications ont été érigées dans la ville d'Oran à travers des siècles, et ce, dans les hauteurs limitrophes à la ville. À ce jour, 12 forteresses, mais aussi des murailles, ceinturent la ville d'Oran à partir du port de Mars al-Kbir. En vue de préserver cet héritage architectural et historique, ces monuments ont été minutieusement recensés par les archéologues. قمنا بتصنيف كل من حصن الجبل اللي هو حصن سانتا كروز، ايضا حصن سان غريغوار برج الحديد، برج الحمري اللي هو سانتياغو، برج سان بيدرو وروز الكازار ولا راس القصر ولا شاطو نوف. Ces sites historiques font aujourd'hui l'objet d'opérations de recensement par les archéologues en vue de classer l'ensemble des forteresses qui constituent jusqu'à ce jour un système de fortification des plus accomplis dans toute la Méditerranée. Et nos derniers invités, dernière ligne droite également donc pour l'émission d'aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous encore une fois. Et sans plus tarder, je présente mes invités pour la dernière thématique. Honneur aux dames d'abord. Linda Ben Qassem, vous êtes directrice générale de The Campus. Oui. Campus, je ne sais pas le prononcer comme vous, mais bon, ça ressemble un petit peu. En tout cas, merci d'être là, ainsi que Jalal Bouabdallah, représentant donc chargé de communication pour le groupe Amr Ben Amr, donc leader dans le domaine agroalimentaire depuis pas mal d'années. Donc, si vous êtes parmi nous ce matin, oui, bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci. Et si vous êtes parmi nous ce matin, c'est à l'occasion d'un événement qui regroupe justement les opérateurs économiques, qui regroupe donc les différentes entreprises publiques et privées. Il s'agit de Carrefour Emploi et Formation, c'est bien cela? Oui. Très bien. Votre participation à cet événement, donc je pose la question à tous les deux, donc je vous pose la question suivante, c'est votre participation, comment vous la qualifiez? Est-ce que c'est important pour vos organismes respectifs, une participation pareille? Qu'est-ce que ça apporte à chacun de vos organismes? Alors d'abord, c'est extrêmement important aujourd'hui que ce type d'initiative se déroule sur Alger, mais qui rassemble aussi tous les territoires de l'Algérie. C'est la 13e édition.
On a un organisateur qui, lorsqu'il m'a présenté cette participation et ce projet, j'ai tout de suite adhéré parce que d'abord c'est porté par un organisateur qui est vraiment soucieux de créer de l'emploi en Algérie et de fédérer autour de cette ambition tous les acteurs de l'emploi et de la formation, c'est-à-dire les centres de formation comme les nôtres, mais également évidemment tous les acteurs économiques qui sont les employeurs aujourd'hui et les employeurs de demain. Oui. Donc pour nous, c'est au-delà d'un plaisir, c'est une obligation et c'est très important pour nous d'être présents parce qu'on va proposer aussi des solutions avec un objectif commun à tous, c'est le 100% employabilité. Donc comment accompagner les acteurs économiques, mais comment accompagner les primo-demandeurs d'emploi et les demandeurs d'emploi sur le marché du travail pour s'assurer que l'offre et la demande puissent, pendant cet événement-là, exactement converger. Voilà. Le maître mot de cette 13e édition du Salon, c'est citoyenneté et économie digitale. Votre entreprise, le groupe, Ammar Ben Ammar, y pense sérieusement? En fait, exactement. En fait, je rejoins un petit peu ce qu'a dit ma collègue, Madame Linda Ben Qassem. En fait, nous, en ce moment et au jour d'aujourd'hui, le groupe Ammar Ben Ammar, en fait, ne pense plus process de recrutement, mais plutôt stratégie d'acquisition de talents et de compétences. En fait, on voudrait avoir un vivier de compétences et de talents. Donc, on est directement à la recherche, on part à la recherche de ces compétences qui sont au niveau des universités, des centres de formation. Et comme la thématique de cette année, c'est la citoyenneté, donc on veut être proche du citoyen, hein, et tout ce qui est digital. Donc maintenant, vu qu'on est en phase de la mise en place d'une industrie 4.0, donc l'industrie 4.0 qui veut dire c'est que c'est l'industrie 2.0 ou l'industrie 3.0 qui utilise les outils numériques. Donc en même temps, dans le process de recrutement, on utilise les outils numériques et ce qu'on appelle maintenant du digital RH. Donc on est un petit peu dans ça. Si on devait vulgariser davantage, s'il vous plaît, pour ceux qui ne connaissent pas le point 0 et le 2 et le 3 et le 1, un peu comme moi. En fait, il faut un petit peu voir. On parle maintenant de... En fait, si on veut débuter, on peut commencer ce qu'on appelait avant le marketing 1.0, le marketing qui était centré beaucoup plus autour du produit, le marketing 2.0 qui était beaucoup plus centré le client, 3.0 qui est centré plus valeur. D'accord. Et maintenant, le 4.0, en fait, c'est le 3.0 plus les outils numériques. Très bien. Donc, quand on prend une industrie, il y a plusieurs process, achat, acquisition, marketing, commercial et recrutement. Maintenant, on n'est plus dans un process de recrutement, dire « Ok, envoyez-moi votre CV et c'est bon, on va attendre, on va avoir 300 CV, faire un… » Non, on veut attirer le client. On est dans une stratégie, on va dire, qu'on appelle du inbound marketing, mais on va dire aussi du inbound, si j'ose dire, du inbound ressources humaines. Donc, on veut que le client vienne nous chercher, vienne voir ce qu'on propose. Donc, on n'est pas on propose pas que juste des postes, mais on propose tout un plan de carrière. Enfin, d'accord. Dès que le candidat arrive, donc on essaie de comprendre un petit peu ses envies, qu'est-ce qu'il veut faire, les compétences qu'il veut développer, parce qu'on dit que les compétences s'acquièrent, donc tout le monde a une certaine formation tout au long de son cursus universitaire ou au niveau des centres de formation. Après, les compétences, ça s'acquiert avec l'expérience. Très bien, donc vous conciliez donc expérience, recyclage, je dirais également, donc vous allez un petit peu accompagner vos employés. Et est-ce que vous recrutez dans la masse de jeunes diplômés qui n'ont pas du tout d'expérience? Ah oui, en fait, exactement. En fait, je peux vous citer des exemples. Il y a à peu près 2 semaines, on a fait ce qu'on appelle des job speed dating au niveau de l'université de Constantine, où on a eu jusqu'à 200 entretiens en une journée. Donc tous les directeurs, tous les managers et les responsables de l'entreprise et du groupe Ammar Ben Ammar sont venus à la rencontre de ces nouveaux diplômés, de ces candidats. Donc on part à la recherche des candidats. On sait que si on veut développer en fait, quelqu'un, une compétence, donc on part directement à la source, on prend ce petit plan, si j'ose dire, et on le fait grandir selon les valeurs de l'entreprise, selon un petit peu ce qu'il a envie. Donc on essaie de voir.
Donc, oui. Voilà, un petit peu. En fait, je ne vais pas dire qu'on est un centre de carrière, mais on essaie de lui dire, voilà, où est-ce que tu veux arriver à la fin, qu'est-ce que tu veux faire. Et surtout quelles sont les compétences dont voilà, tu as le besoin. groupe comprend quand même différentes filières, différentes orientations, différentes possibilités pour le demandeur d'emploi. Et c'est vrai que vous serez nombreux sur cette plateforme d'échange à essayer d'accrocher de bons profils, parce que c'est vrai qu'avant, il y avait 2 salons qui ont été un petit peu qui ont fusionné lors de cette édition. Il s'agit du salon du recrutement, donc là on parle de recrutement exclusivement, et puis il y avait le salon national de la formation continue, auquel vous prenez part régulièrement, n'est-ce pas? Exactement. En complément aussi de ce qui vient d'être dit, il faut bien comprendre une chose, c'est que la société, l'environnement est en train de se transformer avec le digital et le web. C'est-à-dire que la façon de travailler il y a encore 5 ans, 10 ans, 15 ans est bouleversée par l'avènement du web. Donc Absolument. Nous sommes aujourd'hui obligés de travailler différemment. Il y a dans quelques années des métiers qui vont disparaître et à l'inverse, il va y avoir de nouveaux métiers. On parle par exemple de community manager. Vous avez des gens aujourd'hui dédiés à alimenter, animer les réseaux sociaux. Tout à fait. L'intelligence... Il y a carrément des entreprises et des agences de communication spécialisées dans la gestion de ces espaces au profit des entreprises telles que ce groupe qui est présent ou Exactement, tous les acteurs économiques, que ce soit la petite entreprise ou les grands groupes comme Amr Ben Amr et d'autres acteurs, ont compris qu'il fallait de toute façon s'adapter à cette mutation environnementale. Comment on s'y prend? L'intelligence, effectivement, de l'organisateur aussi du salon, c'est d'avoir scindé, enfin d'avoir essayé d'essayer de travailler en synergie et de mettre tous les acteurs autour de la table en un seul endroit. Donc pendant ces 3 prochains jours, donc ça commence aujourd'hui à la SAFEX, demain et après-demain, tous les acteurs vont être réunis pour pouvoir justement travailler main dans la main, avec toujours cet objectif de 100% d'employabilité, avec les enjeux et l'environnement exogène de l'entreprise qui fait qu'aujourd'hui, nous devons aussi, nous comme organisme de formation, nous adapter à ces nouveaux métiers. Donc comment accompagner les acteurs économiques sur les mutations et ces nouveaux métiers et en même temps se préparer à la croissance. On a une chance inouïe en Algérie, c'est que nous avons un marché avec une croissance intéressante où les entreprises arrivent en 5 ans, 10 ans à doubler, voire tripler leur effectif. Mais cette croissance-là se prépare aujourd'hui, notamment avec un environnement justement qui est en mutation continuelle. Absolument. Avec aussi ce qu'on appelle les digital natives. Nous avons une nouvelle génération qui sortent de l'école, qu'il faut canaliser avec des codes différents. Comment permettre à ces jeunes qui arrivent, ces jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail, à rentrer dans l'entreprise avec à la fois les codes de l'entreprise, mais également cette nouvelle génération très connectée à leurs réseaux sociaux, très connectée, puis avec une façon aussi différente de travailler. Et il y a une réalité, c'est que ce n'est pas à ces jeunes de s'adapter à l'entreprise, c'est à l'entreprise de s'adapter à ces jeunes digital natives qui arrivent sur le marché. Ils sont digital natives, comme vous le dites en anglais, in English, et puis ils sont aussi un peu vierges. Ils arrivent vers vous, ils ont des espérances, ils ont envie d'atteindre justement ce poste très convoité, d'ailleurs ils doivent être nombreux, et puis quand ils, justement, maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que maintenant, ce n'est plus le recrutement selon tel diplôme, mais on fait des formations à la carte en fonction des besoins de l'entreprise. Est-ce que vous êtes dans cette synergie? En fait, vous rejoignez un petit peu une idée qu'on a partagée tout à l'heure avec Madame Qassem. En fait, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le diplôme qui vous oriente, mais c'est les expériences. C'est les expériences. En fait, on trouve des gens qui ont fait des études d'ingénierie, qui se retrouvent dans un domaine commercial, marketeur. Au jour d'aujourd'hui, les meilleurs qu'on trouve, les meilleurs community managers, ou on va dire les meilleurs profils dans le domaine du digital, n'ont rien à voir, ils n'ont fait aucune formation. L'informatique, par exemple? Je ne vais pas dire informatique, pas forcément. mais quelque chose qui est... Mais c'est des gens qui sont plutôt connectés, c'est des digital natives, c'est millennials, qu'on appelle en anglais, c'est ceux qui sont nés vers la fin des années 90, début 2000, c'est eux qui sont nés avec un téléphone à la main, qui sont toujours connectés à Internet.
Donc c'est eux. Et il faut que les entreprises s'adaptent à ce genre de profil. Maintenant, les compétences, les expériences, en fait, ils cherchent tous, on va dire, ce poste, un certain poste, mais on remarque aussi que, je ne vais pas dire qu'ils sont instables, mais ils aiment bien avoir plusieurs expériences. On voit beaucoup de gens, voilà, ils passent un an et demi, et puis ils sautent à un autre secteur. Ils se recherchent en fait. Ils se recherchent, mais c'est quelque chose qui était, on va dire, mal vu. Maintenant, il faut qu'il y ait derrière une Maintenant, stratégie. vous n'avez pas de préjugés quand un CV vous parvient avec voilà, 2 ans par-ci, 3 ans par-là. En fait, alors, comment vous réagissez? Moi, je préfère parler avec la personne. Je vois le CV, je vois un petit peu les expériences. Et je vais utiliser des méthodes qu'on a apprises, qu'on appelle des méthodes sur l'expérience, qui sont basées sur l'expérience. Je veux savoir qu'est-ce qu'il a fait, comment il a géré un projet. Donc on cherche ça, beaucoup plus ça. Après, pour garder ce profil, quand on voit qu'il y a un profil intéressant, il faut qu'il y ait derrière une stratégie de rétention. Oui, et bien sûr, voilà, celui qui est à la clé de tout ceci, le manager comment dire, le directeur des ressources humaines doit avoir aussi des qualifications de profiler dans ce sens et être à la page aussi par rapport au digital. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement ça. On a abordé ce qu'on appelle la marque employeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt que de recevoir plein de CV, de passer beaucoup de temps à recevoir et à éplucher les CV, aujourd'hui on parle de marque employeur. J'animerai d'ailleurs un atelier dans ce sens-là pour expliquer que l'entreprise, comme un peu ce que fait Amr Ben Amr et d'autres acteurs aussi économiques, on vend l'entreprise et on donne envie en fait aux talents, on parle de gestion de talent, à intégrer l'entreprise. Parce qu'en réalité aujourd'hui, on recherche évidemment un emploi et un salaire, mais pas que ça. Les attentes des salariés se situent, et ça fait le lien aussi avec la citoyenneté. Aujourd'hui, je cherche un travail, mais je cherche à donner du sens dans ma mission professionnelle. Très bien. Et du coup, dans ce sens-là, l'employeur doit être capable de cerner le talent et lui donner en fait la bonne place au bon endroit dans son entreprise pour apporter cette valeur ajoutée et répondre à ses attentes. Et du coup, effectivement, quand on est DRH, alors on doit bien sûr faire l'opérationnel et le quotidien. Et l'enjeu du DRH, et c'est pour ça que le DRH a une place stratégique aux côtés du directeur général et des associés de l'entreprise, parce que c'est lui qui va accompagner cette croissance-là. Merci infiniment. Merci donc merci à Linda Ben Qassem qui vient d'intervenir et à Jalal Ben Abdallah. Donc vous êtes à la tête de Campus. Et puis, vous êtes chargé de communication pour le groupe Amr Ben Amr. Donc, vous participez tous les deux à un événement, je me dois de le rappeler, il s'agit de Carrefour Emploi et Formation. C'est à la SAFEX à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31, mesdames, messieurs. Donc, j'espère que vous serez nombreux, si vous êtes demandeurs d'emploi, à adhérer à ce concept et à visiter les différents stands des 80 exposants parmi les organismes institutionnels d'aide à l'emploi de jeunes, entre autres, et puis les entreprises publiques et privées qui vont vous permettre aussi à travers des ateliers qui seront animés de savoir comment approcher une entreprise, comment écrire un CV, comment postuler. Donc voilà, des opportunités à ne pas rater. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis ce matin. Je vous retrouve la semaine prochaine, dès lundi, et demain c'est Amal Almi pour le meilleur de l'actualité dans Bonjour d'Algérie. Excellente journée à tous.